Bon, aujourd'hui j'ai décidé pour la première fois sur cette chaîne de parler de mon manga préféré, celui sans lequel je n'en aurais jamais lu d'autres, Berserk. Une œuvre aussi vaste qu'exceptionnelle qui m'a marqué à jamais et que je vais essayer d'aborder au travers d'un personnage mal aimé de la communauté, Casca. En effet, j'ai remarqué lors de mes recherches et auprès de mon entourage qu'elle est décriée, alors que pour moi, elle fait partie de mes personnages féminins préférés, toute œuvre confondue. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, qui est Casca? Pour comprendre qui elle est, il faut qu'on parte de la première impression qu'on a eue lors de son introduction. Au départ, on a tous eu la même réaction envers ce personnage. On l'a trouvé insupportable, matrixé par Griffiths, et quasi détestable par les piques continues qu'elle lançait à Guts, avec qui on était déjà attaché. C'est cette vision que beaucoup ont gardée du personnage, mais revenons sur ce qui peut expliquer ce premier aspect de Casca. À ce moment de l'histoire, Guts erre sans but hormis le combat, et va, lorsqu'il rencontre la troupe du Faucon, changer l'ordre établi. Jusqu'à présent, la troupe est dirigée par Griffiths, un leader charismatique contrôlant tout et possédant de nombreux talents, rêvant de grandeur et utilisant son groupe pour accomplir ses ambitions. Casca est en quelque sorte son arme et cherche à tout prix son intention. Lors de son enfance, elle a été vendue par sa famille à un noble qui a tenté d'abuser d'elle. Mais à ce moment-là, elle fut sauvée par Griffiths qui lui jeta une arme pour se défendre. Depuis, elle lui voue une admiration sans faille, cherchant à tout prix sa reconnaissance, en allant jusqu'à cacher sa féminité pour devenir une plus grande guerrière et attirer son attention. Mais lorsque Guts rencontre Griffiths, les rapports changent. Pour la première fois, Griffiths semble être intéressé par quelqu'un, et Casca le prend mal. Guts poursuit son propre rêve sans se soucier des autres, et c'est ce qu'apprécie Griffiths, qui va le provoquer en duel pour pouvoir l'obtenir. Sociopathe, narcissique et manipulateur seraient de bons adjectifs pour le décrire. Il essaye de tout posséder à tout prix. Il y a donc une friction qui se crée entre Guts et Casca. Elle souhaite devenir l'épée de Griffiths, indispensable pour lui, mais ce qu'elle ressent envers lui n'est pas réciproque. Elle est en quelque sorte dépendante de ce qu'il pense d'elle. Ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas bien pour elle. Toute sa psychologie est basée sur Griffiths. Cette dépendance l'isole et au final la dessert. Elle devient un simple outil qu'il apprécie certes, mais qu'il n'aime pas, car elle a besoin de quelqu'un pour avoir un rêve. Or Griffiths respecte Guts car sa volonté lui est propre. Au final à ce moment-là, en voulant s'approcher de lui à tout prix, en étant obnubilée par lui, elle ne fait que s'éloigner, devenant l'antithèse de ce que Griffiths respecte. Cette frustration lorsque Guts intéresse Griffiths est donc logique et met en avant le côté terrible que Griffiths possède, cette antipathie envers les autres. Ce contrôle malsain qu'il exerce sur elle va petit à petit se décanter grâce à Guts. Mais au départ, il y a bien de la friction. Pour tout changement, il faut de l'animosité. Guts, en rentrant dans la troupe, prend de plus en plus de place et éloigne de plus en plus Casca de Griffiths. Elle est donc pour l'instant frustrée. Mais le moment où tout va réellement basculer, c'est lorsque nos deux personnages vont se retrouver isolés. Après un combat, Guts la sauve, et ils doivent se cacher dans une grotte, et c'est l'occasion pour avoir une réelle opposition entre les personnages. Casca, pour la première fois, se livre à quelqu'un, malgré que ce soit ses a priori envers Guts, son histoire ou sa relation avec Griffiths. Elle se livre, et c'est ce qui commence à décanter la situation. Sa jalousie s'explique donc assez facilement. Casca a une vision terriblement triste de sa personne. Elle ne voit sa propre valeur que par le reflet de ce que pense Griffiths d'elle. Mais ce moment d'intimité va lui permettre de comprendre dans le combat qui suit qu'elle compte pour quelqu'un d'autre. Guts va la protéger lors de l'affrontement, par tous les moyens, car il a appris qu'elle n'était pas en état de combattre à cause de ses règles. Symbole de sa féminité qu'elle restreignait jusqu'à présent, cela montre qu'elle peut être appréciée en tant que femme et non en tant que guerrière, et en plus par quelqu'un d'autre que Griffiths. Après l'avoir sauvé, gravement blessé, il va être soigné au camp et va suivre une scène que j'apprécie particulièrement. Guts ne s'unit pas à la troupe, célébrant leur victoire et allumant des feux. Il préfère s'isoler et n'alimente pas le feu de Griffiths. Casca le rejoint, elle aussi, sans feu, et quitte le feu de Griffiths. Pour Guts, les feux représentent les rêves de chacun, qui en se rassemblant créent le rêve de Griffiths. Guts se livre alors sous sa volonté de bientôt quitter la troupe, et qu'il veut avoir sa propre raison de vivre et de ne pas faire partie de ce feu. Il ne va bientôt plus être le seul à ne plus faire partie du rêve de Griffiths. En effet, Casca commence à entrevoir une porte de sortie. Pour la première fois, elle commence à ressentir quelque chose, pour un homme qui la valorise comme une femme et une personne. Elle apprend tout simplement à penser qu'elle vaut quelque chose. Guts quitte donc la troupe pendant 1 an, et à son retour, il apprend que Griffiths a disparu juste après son départ. En perdant le contrôle sur lui, Griffiths est devenu mélancolique et a compris son départ comme de la trahison, car quelqu'un est monté à sa hauteur et il ne pouvait rien faire. Emprisonné donc, suite à des erreurs, le retour de Guts redonne de l'espoir à toute la troupe, mais pas à Casca. On apprend que pendant ce laps de temps où Griffiths était absent, Casca a su parfaitement diriger les troupes, ainsi qu'elle déplorait le départ de Guts. Mais justement, va suivre une nouvelle scène d'intimité parfaitement écrite et mise en page par Kentaro Miura. Casca en voulait à Guts d'avoir brisé son rêve envers Griffiths. Elle savait qu'elle ne pourrait pas devenir une femme, car il devait se marier avec une noble, mais elle entretenait cette illusion, et Guts avait fait basculer tout ça, en lui donnant de l'espoir, en lui créant un nouveau rêve, quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui n'aurait pas peur de verser du sang pour elle. On suit une scène romantique parfaitement illustrée, et une scène de sexe qui montre l'évolution des deux personnages.
Guts a subi des attouchements sexuels lors de son enfance, et il est encore traumatisé. Casca en a aussi subi, et a peur de montrer ses cicatrices. Mais tour à tour, ils vont accepter leurs failles et se mettre à nu, symboliquement comme plastiquement. Ils se comprennent à un niveau que personne ne peut atteindre. C'est pour ça que c'est plus qu'une simple romance. Pour la première fois, Guts va pouvoir dormir sereinement, sans une épée. Et Casca a une estime d'elle-même. Les deux se sont trouvés. En acceptant d'être vulnérables, ils ont atteint un très court instant de grand bonheur. Mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Va en suivre le sauvetage de Griffiths et donc la fameuse et terrible éclipse. Pour mieux comprendre ma réaction à l'éclipse, il faut que je vous parle de mon visionnage. Au tournant de 2019, à l'époque je n'ai vu pratiquement aucun animé, et j'ai énormément d'appréhension. À ce moment-là j'avais Netflix, car le prix était encore raisonnable. Et des collègues m'avaient motivé à me mater Berserk de 97. J'y connaissais que dalle, et étant donné que j'adorais la dark fantasy, je me suis chauffé. J'ai donc commencé par l'animé de 97, et j'ai plus tard relu l'entièreté du manga. Mais commencer par l'animé implique une grande différence dans les révélations liées à l'éclipse. Dans le manga, nous sommes introduits dans les premiers tomes à Guts, et son opposition à Griffiths, qui est déjà un démon, puis on accède à l'âge d'or, en sachant qu'une dinguerie se prépare mais sans en connaître les tenants et les aboutissants. Au contraire de l'adaptation de 97, où on ne sait rien sur Griffiths dans l'introduction, et donc on n'a aucune idée de son évolution, ce qui implique dans mon cas une complète découverte lors de l'éclipse. Je ne dis pas que c'est mieux, car il y a énormément de manques, mais ça m'a encore plus surpris et mis dans le mal. La trahison de Griffiths et son acte envers Casca a été pour moi le moment où j'ai compris que Berserk c'était quelque chose. Casca dans cette scène régresse totalement, alors qu'elle ne semblait plus être un outil pour Griffiths, et qu'elle avait su s'accepter elle-même, elle devient tout le contraire, en étant simplement utilisée pour torturer Guts. Tous ses proches décèdent. Tout part d'un coup, toute cette construction et ce développement anéanti par Griffiths. Celui qui l'avait sauvé d'un abus, abuse d'elle. Ce traumatisme pour Casca nous est en partie transmis. Nous avions créé des liens avec le personnage, une empathie, et celle-ci s'est faite violer. Nous étions comme Guts, incapables de réagir et subissant la violence des actes de Griffiths. Et c'était comme ça, sans réelle réponse de survie de Casca, que s'était fini l'animé. Avant que je lise le manga en entier et la découverte du personnage de Skull Knight, qui n'était pas présent dans l'adaptation, j'étais vraiment encore plus dépité et je pouvais comprendre ceux qui trouvaient cette fin pas satisfaisante et qui pouvaient ruiner tout ce développement. Mais justement, il est temps de parler de pourquoi Casca est sûrement le personnage le plus important post-Âge d'Or. Après avoir été éloigné du danger, Casca se retrouve avec la mentalité d'une enfant et accouche du fils de Guts, devenu hideux et démoniaque par la faute de Griffiths. Celui qui avait échappé à un cauchemar se retrouve dans un autre. Celle qu'il aimait ne se rappelle pas de lui. Il commence à retomber sous le contrôle de Griffiths en souhaitant à tout prix se venger. À cet instant, en raison de l'intimité et de la profondeur du lien que nous entretenons avec Casca, nous voulons, peut-être même avons-nous besoin, que Casca retrouve la mémoire, parce qu'il est satisfaisant de voir quelqu'un acquérir de l'estime de soi à partir de rien, et qu'il n'a pas besoin des autres pour être qui il est. On a donc besoin qu'elle soit soignée de quelconque manière, mais la première chose que fera Guts, c'est vouloir s'éloigner et se venger. Mais on apprend assez vite que ce n'est pas la bonne solution. Casca est la pierre angulaire du post-Âge d'Or, en raison de l'impact qu'elle possède sur Guts. Tous les enjeux sont basés sur les décisions la concernant. Doit-il la garder à ses côtés et risquer sa condition, ou la protéger mais s'éloigner en perdant de vue l'essentiel? Tout ça c'est ultra bien traité, avec des dilemmes moraux super bien exécutés. Guts est vraiment désemparé avec elle car ce n'est plus la même personne. Elle garde peut-être son apparence, mais ce n'est pas le physique qui définit une personne. Elle devient petit à petit seulement la raison pour laquelle il doit se venger. Possédé par une créature, il lui fait du mal, et c'est ce moment-là qui va le pousser à bout. Il va être obligé de la ligoter car elle ne peut comprendre qu'il était possédé. Physiquement et mentalement, il ne peut endurer la solitude et la difficulté de protéger Casca, qui en plus semble le haïr. Il commence à avoir peur de ses pensées, et c'est à ce moment, où il est à bout, qu'il va céder et abuser d'elle. Il extériorise la frustration qu'il porte en lui, et le mal qu'il lui fait est matérialisé par une cicatrice. En connaissant la symbolique qu'elles avaient dans leur relation, ça illustre parfaitement son échec. À ce moment-là, Guts réalise ce qu'il a fait et a peur de ce qu'il est devenu. C'était la personne à qui il voulait faire le moins de mal au monde. Pour pouvoir continuer, il va falloir qu'il change. C'est à partir de là qu'il va accepter d'être accompagné dans son voyage, pour pouvoir créer une distance avec Casca, et la protéger de lui. En sachant qu'il existe une manière de lui faire reprendre conscience grâce aux elfes, Guts va petit à petit remonter la pente. En acceptant à contre-cœur de ne plus être seul, il va être récompensé par de plus en plus de scènes où Casca commence à sourire. Il décide de tout faire pour la soigner en traversant de multiples épreuves pour arriver au royaume des elfes. Peut-être que tout ça serait plus simple sans elle, mais alors sa vie n'aurait aucune importance. Guts n'arrêtera jamais de l'aimer et se battra toujours pour elle. Sur l'île des elfes, Guts ne peut accomplir la dernière tâche pour la soigner, mais ce sont ses compagnons en qui il a placé sa confiance et qui ont permis à Casca de sourire une nouvelle fois, qui vont la sauver. Dans ce monde psychique où l'on voit ses nombreux traumatismes matérialisés, elle va être protégée par Guts, incarné en un chien enragé. À son réveil, soignée, elle ne pourra toujours pas le voir, car chaque fois qu'il parle ou la regarde, elle est marquée par les traumatismes. Malgré tous ses efforts, il ne peut se joindre à elle, et elle ne peut se joindre à lui. Le temps fera sûrement son travail, mais c'est sans compter son enlèvement dans les derniers chapitres par Griffiths. Bref, pour moi, Casca est sûrement le personnage le plus important du manga après Guts et Griffiths, par les liens qu'elle entretient avec notre protagoniste et son rôle dans l'histoire. Casca est susceptible
s'extirper d'une emprise malsaine, a su s'ouvrir aux autres, être vulnérable pour être heureuse. Elle a su avoir confiance en elle, avoir confiance en ses proches, et c'est ça qui fait que c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Sans compter sur sa relation avec Guts, qui a permis à notre protagoniste de montrer son humanité, par ses parts sombres bien sûr, mais aussi son surpassement de soi pour devenir une meilleure personne, pour lui et les autres. Casca et Guts avaient trouvé quelqu'un pour qui se battre, pour qui ils méritent de vivre, avec qui ils partageront leur tristesse et leurs moments de joie. Lorsque Casca a récupéré la mémoire, j'ai jamais été aussi heureux en lisant un manga. J'avais l'impression que tout ce voyage, tous ces efforts, tous ces moments de doute avaient été récompensés. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles Casca est un de mes personnages préférés.